RFI, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. De la paix à la prospérité, ouverture à Bahreïn d'une conférence économique pour tenter de régler le conflit au Proche-Orient. L'autorité palestinienne rejette l'initiative et réclame avant tout un règlement politique avec Israël. Qui affrontera le républicain Donald Trump à la présidentielle américaine de 2020. Les candidats à l'investiture du Parti démocrate abordent maintenant l'étape des débats télévisés. À Kinshasa, dans l'enfer des transports collectifs, les habitants de la mégapole africaine vivent au quotidien le calvaire de la congestion routière. Quelques start-up explorent des solutions plus fiables et plus sûres, mais tellement plus chères. Après plus de 2 ans d'attente, Washington présente le volet économique de son plan pour régler le conflit israélo-palestinien. L'administration américaine de Donald Trump le fait lors d'une conférence de 2 jours qui se tient à partir de ce mardi à Bahreïn, réunion boycottée par les Palestiniens qui jugent la démarche totalement inopportune sans une solution politique. Davantage avec Irénée Hermann-Ungbo. La rencontre vise à persuader les Palestiniens confrontés à une sévère crise économique qu'un accord de paix avec Israël est possible. L'administration américaine entend lever plus de 50 milliards de dollars en une décennie pour l'économie palestinienne, ce que rejette l'autorité palestinienne qui accuse Washington de partialité pro-Israël. Ce qu'Israël et les États-Unis tentent de faire, c'est de simplement normaliser les relations avec les Arabes aux dépens des Palestiniens. Ce que nous n'acceptons pas et rejetons totalement. Aujourd'hui est un jour de colère. Les Palestiniens partout dans le monde sont unis derrière le leadership du président Abbas. En l'absence des principaux intéressés, la conférence ne devrait pas parvenir à des résultats tangibles selon des experts, mais cela permettra à l'administration américaine de tenter de rapprocher les États du Golfe de leur allié principal dans la région Israël, dans le cadre d'une alliance anti-iranienne. Dans ce genre d'environnement à Bahreïn où se tient la conférence, il y a toujours la crainte d'une menace puisqu'elle est à proximité. Mais ce serait une grave erreur pour l'Iran de maintenir ce type de comportement. Nous espérons donc que la conférence, qui va se dérouler sur plusieurs jours, se poursuivra sans entrave. Les Palestiniens ont refusé de prendre part à cette conférence. Ils disent qu'ils n'ont pas été consultés à l'avance et réclament la fin de l'occupation israélienne afin de constituer un État indépendant. Des milliers de Palestiniens ont manifesté en Cisjordanie occupée et même à Bahreïn. Dans la bande de Gaza dirigée par le mouvement islamiste Hamas, la plupart des magasins et restaurants ont été fermés en réponse à un appel à la grève. Le mouvement de protestation a été suivi dans plusieurs capitales comme Rabat, Beyrouth et même à Manama. Un mot maintenant sur les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran accuse Washington d'avoir coupé de façon permanente la voie de la diplomatie et de mentir sur son intention de négocier au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions américaines visant cette fois de hauts dirigeants iraniens dont le guide suprême Ali Khamenei. Pour sa part, le président américain estime que la réaction de l'Iran à son appel de dialogue est insultante et qu'elle témoigne de l'ignorance de Téhéran. Donald Trump indique que toute attaque serait suivie de représailles américaines écrasantes, dit-il. Toujours dans ce contexte ultra tendu, les autorités iraniennes indiquent qu'elles s'affranchiront en juillet prochain de 2 autres de ses engagements dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire. C'est un des grands moments attendus par les candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle américaine de novembre 2020. Le premier débat télévisé de la primaire démarre dès demain à Miami, en Floride. À quoi faut-il s'attendre? Un avant-goût dans le reportage de Jim Malone, récit John Linden. Parmi les candidats démocrates, Joe Biden mène la course. L'ancien vice-président s'estime le plus à même de faire face à Donald Trump
l'année prochaine. J'espère être votre candidat et je vais travailler aussi dur que possible pour obtenir votre soutien. Mais quel que soit le candidat démocrate, nous devons rester ensemble et élire un président démocrate. Ces derniers jours, Biden a été attaqué pour avoir défendu sa collaboration de longue date au Sénat avec des ségrégationnistes. Un possible point de vulnérabilité pour sa candidature. Derrière lui suivent de près les sénateurs Bernie Sanders du Vermont et Elizabeth Warren du Massachusetts. C'est ça la démocratie, c'est une question d'être avec les gens et d'avoir une chance de parler de notre vision de l'Amérique. Vous savez, il ne suffit pas seulement de dire « pas de Donald Trump ». De nombreux autres candidats comme le sénateur Kamala Harris de Californie, autrefois peu connu, complètent ce peloton de tête. Et bien sûr, il y a ceux qui sont à la traîne et qui espèrent se relancer avec ces débats. Je pense vraiment que les débats sont devenus incontournables lors des primaires, notamment parce qu'il y a tous ces candidats à travers les États et même à travers le pays. Mais il n'est pas question de vote pour l'instant, du moins jusqu'au début du mois de février prochain. Le président Trump sera probablement le centre d'attaque des débats du Parti démocrate et il est déjà impatient de s'en prendre à ses adversaires. Nos opposants radicaux démocrates sont motivés par la haine, les préjudices et la rage. Ils veulent vous détruire et ils veulent détruire notre pays tel que nous le connaissons. Inacceptable, cela ne se produira pas. En 2016, c'est notamment grâce à ses performances lors des débats que Trump avait été propulsé à la nomination du Parti républicain. De nombreux démocrates entendent donc saisir l'occasion de ces débats pour s'affirmer. Les États-Unis ont ajouté l'Arabie saoudite et Cuba à leur liste de pays qui n'en font pas suffisamment pour combattre les trafics d'êtres humains. La Chine, la Corée du Nord, la Russie et le Venezuela font partie des pays qui continuent de figurer au bas du rapport. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a présenté le document annuel la semaine dernière à Washington, aux côtés d'Ivanka Trump, la conseillère et fille du président américain. L'occasion également pour honorer les hommes et femmes qui se sont distingués au cours de l'année par leur engagement dans la lutte contre la traite des personnes. Dili Diko s'est entretenu avec l'une des lauréates. La traite la plus courante que nous rencontrons, c'est des étrangers, notamment les filles étrangères qui viennent à la recherche du travail et qui tombent sur le filet de la prostitution forcée, l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. C'est la plupart de ces cas que moi je rencontre. D'autre part, il existe d'autres mobilités, des enfants et jeunes en situation de mobilité qui partent vers d'autres pays, notamment sur les sites aurifères, pour être employés et exploités. Et cette catégorie d'enfants aussi est interceptée par les services de l'ordre pour être remis à l'État ou aux ONG pour une prise en charge conséquente. Lorsque ces personnes sont identifiées soit à l'étranger ou au Burkina, il y a un mécanisme dans chaque pays ouest africain, c'est-à-dire les 15 pays membres de la CEDEAO, qui est mis en branle. Et si moi j'identifie des enfants étrangers au niveau du Burkina Faso, il y a une prise en charge d'urgence pour évaluer rapidement les risques de vulnérabilité et l'intérêt supérieur de ces enfants afin de mettre en place un mécanisme d'accompagnement. Ailleurs dans l'actualité, en Éthiopie, hommage au chef d'état-major de l'armée et à des responsables régionaux tués samedi dernier. Les dirigeants militaires et religieux ont condamné leur assassinat lors d'une cérémonie aujourd'hui à Addis Abeba. Cérémonie chargée d'émotions durant laquelle le Premier ministre Abiy Ahmed a ouvertement pleuré. Le chef du gouvernement n'a pas pris la parole. Le général Siare Mekonnen a été abattu par son garde du corps dans la capitale éthiopienne. Alors qu'il organisait la réponse à une attaque menée dans la région Amara, les autorités évoquent une tentative de coup d'État contre le gouvernement de cette région.
2 gendarmes burkinabés ont été tués et un grièvement blessé hier lors d'une attaque contre leur véhicule à Arbinda, localité du nord du Burkina Faso, déjà touchée par des attaques djihadistes. Ils faisaient partie d'une équipe en mission de dépannage d'un convoi d'escorte, de vivres et d'eau au profit des habitants. Le chef d'état-major de la gendarmerie a appelé la population à plus de collaboration. Arbinda a enregistré une série d'attaques meurtrières ces derniers mois. Le 10 juin dernier, 19 personnes avaient été tuées lors d'un raid opéré par plusieurs dizaines d'individus, alors que début avril, 62 personnes avaient été tuées lors d'attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires. Toutes les villes sont confrontées aux multiples problèmes de transport. Il suffit simplement de demander à des personnes coincées dans un embouteillage ou dans des bus bourrés de monde et vous vous rendez compte que les transports en commun en agacent plus d'un. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les déplacements quotidiens sont un calvaire, à tel point que la ville pourrait bien prétendre au titre peu flatteur de métropole avec les pires transports en commun. Didi Diko nous en dit davantage. Tous les matins, à l'heure de pointe, c'est le même spectacle dans ce quartier de l'est de Kinshasa. Les gens se bousculent pour se frayer une petite place dans le bus plein à craquer. Des personnes de tout horizon se rencontrent dans les transports en commun, des hommes d'affaires, des fonctionnaires et des étudiants. Comme c'est souvent le cas avec les transports publics, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits. Chaque jour, nous sommes entassés comme les sardines dans des boîtes. Il faudrait qu'il y ait quand même le respect du corps de chaque personne. Nous nous mettons debout, on arrive fatigué, on n'arrive pas à bien étudier. Il faut qu'on nous ajoute vraiment des bis. Les taxis sont une alternative aux bus bondés de monde. Mais malgré la marée de véhicules jaunes qui s'étend devant vous, il n'y a pas suffisamment de taxis pour se déplacer dans la ville. Une nouvelle mesure oblige désormais chaque taxi à être muni d'une vignette visible afin de prévenir les enlèvements. À cette heure, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui sortent du travail et tout ça. Mais j'espère que j'en trouverai un. Face aux problèmes de transport auxquels sont confrontés les Kinois, une poignée de start-up inspirée du modèle de Uber tente de s'implanter sur le marché afin de combler ce vide. La plus développée de ces nouvelles entreprises est gérée par la jeune entrepreneur du nom de Patricia. Sa start-up, Ubi's Cabs, possède une large flotte de véhicules pour desservir la ville. Le problème avec cette solution novatrice est le coût, entre 10 et 40 $, un prix hors de portée pour la majorité de la population locale. Parce que l'objectif également aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher toutes les classes sociales. Là, on a commencé avec une classe moyenne, mais on voudrait garder le même standing, mais avec les différents modèles de véhicules, afin de pouvoir répondre aux besoins de toute la population. Kinshasa est la 3e plus grande ville d'Afrique, avec une population d'environ 10 millions d'habitants. Et comme beaucoup d'autres métropoles africaines, elle devrait s'agrandir dans les prochaines années. Cela signifie que les transports publics devront continuer à se développer pour répondre aux besoins des Kinois. Également dans l'actualité, près de 20 000 migrants africains en route pour l'Europe, principalement via la Libye, ont été secourus depuis 2016 dans le désert nigérien. C'est ce qu'indique l'ONU ce mardi. Parmi les derniers migrants sauvés figurent des ressortissants de 14 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Guinée-Conakry, le Mali, la Côte d'Ivoire. D'après l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, cette agence onusienne indique que dans de nombreux cas, les migrants périssent de faim et de soif après avoir été abandonnés par les passeurs ou lorsqu'ils s'égarent dans le désert ou sont victimes d'une panne de voiture. Les rescapés sont hébergés dans les centres d'accueil de l'OIM où ils reçoivent nourriture et premiers soins médicaux et un soutien psychosocial. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mille merci pour votre fidélité. Maintenant, le sommaire de la seconde partie de LMA. Dans la rubrique de l'économie, gros plan sur la décision du Zimbabwe d'interdire les transactions en devises étrangères. Coup de projecteur également sur le coup de pouce de l'entreprise américaine Netflix au cinéma nigérian, Nollywood, mais la diffusion en ligne pose problème. Et en football, la CAN 2019 se poursuit en terre égyptienne avec au programme les premiers matchs du groupe F, dont le champion en titre, le Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique économie comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Claire Morin-Gibour. Bonsoir Claire, comment allez-vous? Très bien, très bien. Parfait, très bien, ravi de vous retrouver. Cap d'emblée sur le Sénégal, où le frère de Macky Sall a démissionné comme directeur d'une banque, la Caisse des dépôts et des consignations. En effet, Jacques, et c'est le dernier épisode du feuilleton. Rappelez-vous sur Internet, ouais. Petro-Gaz-Gate, qui dure depuis que la diffusion d'un documentaire de la BBC, donc la BBC qui l'a diffusé le 2 juin dernier. Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, aurait bénéficié d'un pot de vin de 250 000 $ en contrepartie de l'attribution de concessions pétrolières et gazières dans les eaux sénégalaises. Cette enquête a évidemment suscité l'indignation au Sénégal. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi dernier à Dakar pour exiger plus de transparence sur la signature des contrats entre l'État et les compagnies étrangères. Je vous propose d'entendre quelques réactions. Nous estimons que les ressources naturelles de ce pays doivent aller au peuple et non à la famille Sall, Aliou Sall, Macky Sall et à Franck Timis ou aux multinationales. Nous estimons qu'il faudrait que la lumière se fasse sur ce scandale-là. Nous sommes là pour dire non à tout ce qui se passe dans ce pays. Comment les contrats sont négociés en catimini, tout au détriment des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour que ces contrats soient renégociés et que la justice soit libre et transparente dans notre pays. La démission d'Aliou Sall fait suite à ces manifestations, mais l'opposition continue de demander qu'une enquête judiciaire soit menée. Et maintenant, on va au Zimbabwe, Claire, pour parler de l'interdiction des transactions en devises étrangères. Et le président Mnangagwa se félicite de cette décision. Hein? Tout à fait. Et si vous vous rendez au Zimbabwe, oui. Jacques, inutile d'emmener vos rands sud-africains ou vos dollars américains. Je vous donne quelques dollars zimbabwéens. Vous aurez besoin des dollars qu'on appelle les RTGS. Depuis hier, il n'est plus possible de régler vos achats dans les boutiques, les stations-service ou même les hôpitaux avec une monnaie étrangère. Je vous propose d'écouter quelques réactions à cette nouvelle monnaie qui est maintenant donc obligatoire. Nous voulons instaurer la confiance au Zimbabwe. Ce pays manque de deux choses, un manque de confiance et un manque de capital. Les deux sont liés car une fois que vous aurez confiance, le capital viendra au Zimbabwe et les investisseurs pourront venir investir au Zimbabwe. C'est un changement positif, même si cela ne résout pas les problèmes structurels qui affectent l'économie. Les investisseurs doivent être rassurés. Cela renforcera à terme leur investissement. Des dollars zimbabwéens. Ben, écoutez, en tout cas, je crois qu'ils seront entre de bonnes mains, vos mains. Merci, Jacques, je les garde, on en a toujours besoin. Très bien. Claire Morin-Gibour, je vous remercie, vous revenez mardi prochain. Mais je l'espère, Jacques. Bon, restez avec nous, hein. Vous connaissez certainement Netflix. Bien sûr, je suis même abonné. Ah ben très bien, et on sait que Netflix essaie de faire pas mal de choses pour pénétrer le marché africain. Eh bien, au Nigeria, l'industrie cinématographique Nollywood dépend depuis de nombreuses décennies de la distribution locale.
Mais ces dernières années, les producteurs sont passés de films à petit budget au long métrage de grande qualité. En 2015, le géant américain Netflix a commencé à les diffuser, mais une pauvre connexion Internet et des coûts élevés ralentissent la diffusion au Nigeria. Un reportage depuis Abuja de Timothy Obiezu, rendu par Lionel Gaïma. L'actrice et réalisatrice nigériane Happy Juliet fait du cinéma depuis de nombreuses années. Elle a produit beaucoup de films à petit budget pour compenser les faibles paiements de distributeurs locaux et les pertes dues au piratage. Maintenant, elle se concentre sur la qualité, espérant que son film sera projeté sur des écrans internationaux. Nous, les cinéastes, nous avons souffert et souffrons encore entre les mains de ces distributeurs. Car je ne vois aucune raison de travailler pour l'argent. Tout vient de moi. Et vous voulez m'arnaquer? Nollywood, la production cinématographique nigériane, a eu finalement la reconnaissance mondiale, se classant au 2e rang en termes de volume de production après l'Inde et son Bollywood. Ainsi, les cinéastes nigérians réduisent leur dépendance à la distribution locale. Il n'y a aucun moyen pour que Netflix, Iroko ou quelque chose de ce genre puisse avoir mon film sans que je le leur donne. Cela veut dire que j'ai collecté de l'argent auprès d'eux avant de leur permettre de le mettre en ligne. Donc pour les cinéastes nigérians, éliminer le soi-disant intermédiaire ou distributeurs locaux n'est qu'une partie de la solution. Le pauvre accès à Internet et ses coûts élevés au Nigeria font que les téléspectateurs ont toujours du mal à accéder aux films. Cela nous a gênés au début, mais encore une fois, cela nous a poussés à sortir des sentiers battus. Pour relever ce défi, nous avons donc décidé d'aller au-delà des data, ne plus insister sur l'aspect téléchargement en ligne et nous concentrer à créer une app. En plus de cela, nous avons également créé des kiosques. Le kiosque permet aux consommateurs de choisir et télécharger des films. Malgré une croissance rapide en termes de pénétration de l'Internet, l'Afrique reste au dernier rang avec seulement 35,2% de la population utilisant l'Internet. Au cours des dernières années, le gouvernement nigérian a permis à de nombreux fournisseurs de haut débit de vendre les data bon marché. Mais rien n'y fait, car les millions de cinéphiles dépendent toujours des distributeurs locaux, une pratique qui favorise le piratage. Et maintenant, toutes les nouvelles de l'événement footballistique du moment sur le continent africain. C'est le journal de la CAN de Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Bienvenue dans le journal de la CAN. Les derniers matchs de la première journée se jouent ce soir avec l'entrée en scène du groupe F. Dans la première rencontre qui vient de s'achever, le Cameroun, champion en titre, était face à la modeste formation de la Guinée-Bissau. Les Lions indomptables, champions donc sortants, ont fait respecter leur statut. Victoire 2-0 devant les Bissau-Guinéens. Dans le deuxième rendez-vous, les écureuils du Bénin jouent contre les Black Stars du Ghana, tout à l'heure à 20h, temps universel. Hier, ce fut un début douloureux pour la Mauritanie qui découvre la compétition. Premier match en Coupe d'Afrique des Nations, premier but en phase finale des CAN, mais aussi première défaite pour les Mourabitounes corrigés par les Aigles maliens 4-1. Une belle entame pour le Mali dans le groupe E où la Tunisie, autre équipe attendue de cette poule, a fait une petite entrée dans le tournoi tenu en échec par l'Angola 1-1. Suivons à présent les réactions de quelques acteurs. On n'a pas mis tous les ingrédients pour gagner le match, on n'a pas fait les efforts nécessaires, on les a trop laissés jouer, du coup on s'expose à prendre un but et c'est ce qui est arrivé ce soir. Vous étiez surpris? Non, pas surpris, mais surpris de notre match, oui. Voilà, on peut espérer beaucoup plus de la compétition. Voilà, cette équipe, la Tunisie est considérée comme la meilleure équipe du groupe avec le Mali. Et on est un peu les outsiders ici dans le groupe et par rapport au résultat qui vient d'arriver ici, on peut être que satisfait et maintenant aborder les deux derniers matchs avec plus de sérénité, on va dire. C'est la période de la CAN, mais on ne parle pas que de foot. Dans le reste de l'actualité sportive, nous parlons de la NBA. Le trophée de joueur ayant le plus progressé est revenu à Pascal Siakam.
L'ailier camerounais, sacré champion avec Toronto mi-juin, était le grand favori. Il est le premier joueur des Raptors et le premier Africain à être désigné Most Improved Player. Le titre MVP, entendez, meilleur joueur de la saison, a été enlevé par le grec d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks. Voilà Jacques, c'est tout pour le journal des soirs. Merci bien Yacouba, vous revenez demain ? Absolument. Mais pour le moment, on n'allait nulle part ailleurs. Je sais que vous aimez le foot, la NBA, absolument. C'est ma vie. Le continent vit au rythme footballistique, évidemment, en ce moment. Mais restez avec nous, on va faire une petite incursion dans l'histoire américaine. Avec plaisir. Vous êtes d'accord ? Bien. Alors, restez avec nous. Eh bien, c'est dans les années 1600 que les musulmans ont commencé à s'installer aux États-Unis. De la côte atlantique à la région du Midwest, ils ont laissé des traces dans les États du centre, où les musulmans ne sont pas très nombreux. Il y a des jalons historiques de leur présence. C'est le cas dans la ville de Ross, dans le Dakota du Nord, où une mosquée a été construite dans les années 1920, devenant une des premières mosquées du pays. Un reportage de Sakib Oul avec le récit d'Abdourahman Dia. Il y a quelques tombes dans cette prairie lointaine de Ross, une petite ville dans le Dakota du Nord. Les noms de musulmans et de non-musulmans y sont gravés. Comme vous le voyez, mon père est né en 1889 et son nom était Abdullah. Puis Albert, il est venu dans ce pays. Beaucoup d'entre eux ont changé leur nom. Richard Omar, un électricien à la retraite, n'est pas musulman, mais il vient ici pour s'occuper de la tombe de ses parents musulmans. Il veut aussi préserver une importante étape de l'histoire des musulmans aux États-Unis. Cette mosquée, au milieu de ces champs, a été fondée en 1928, ce qui en fait l'une des premières des États-Unis. À l'intérieur du petit bâtiment, on y trouve un tapis de prière. Il y a aussi les photos de personnes qui l'ont fondée. Eh bien, il n'y a vraiment personne à qui parler. Beaucoup de musulmans ont déménagé. D'autres ont changé de nom et même de religion. La vérité est que les gens sont venus ici et voulaient une nouvelle vie. Diane Sebel nous dit que la population générale a diminué ici après le déclin des industries agricoles et pétrolières. Elle dit qu'il n'y a plus de musulmans connus, mais que les souvenirs de la mosquée perdurent. Nous avions l'habitude de jouer là-bas tout le temps, mais à un moment, ça commençait à devenir trop délabré et dangereux. La mosquée s'est effondrée dans les années 1970, mais a été reconstruite en 2004 dans l'espoir de garder son histoire vivante. En 2018, le cimetière adjacent a été ajouté au registre national des lieux historiques en tant que symbole de l'histoire religieuse aux États-Unis. Aujourd'hui, cet endroit attire de plus en plus de visiteurs. Allez, très rapidement pour clore ce journal, nous nous rendons en Inde où une maison a été construite autour d'un arbre. Eh bien, lorsque les Keshawani ont décidé d'agrandir leur maison familiale en 1994, ils se sont demandé que faire du figuier géant qui se dressait dans leur cour. Plutôt que de l'abattre, ils ont construit autour. L'arbre centenaire est désormais le trait caractéristique de leur résidence de 3 étages de la ville indienne de Jabalpur. Ses branches et feuilles sortent par les fenêtres et le toit. Son tronc traverse sol et plafond. Nous sommes des amoureux de la nature et mon père a insisté pour que nous gardions l'arbre, raconte Yogesh Keshawani, dont les parents ont développé la maison avec l'aide d'un ami ingénieur. L'arbre est âgé d'environ 150 ans. Nous savions qu'il était facile d'abattre un arbre, mais difficile d'en faire pousser un comme ça. Et voilà. Peut-être que j'aurai ma petite place là-bas. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, 9h, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Et voilà, à demain. Merci.